Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro des Dessous de la science. Bonjour Nicolas. Bonjour Floriane. Pour cette émission, nous aborderons la question des différences génétiques entre les populations. Mais avant cela, nous reviendrons, comme à notre habitude, sur une sélection d'actualités scientifiques. Je vous propose dès maintenant de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager cette vidéo pour la booster un maximum. Les Dessous de la science, décollage immédiat. Commençons avec la sélection actualité. Nicolas, la plus vieille carte d'Europe pourrait bien être bretonne. Effectivement, Floriane, c'est un bloc de pierre où des lignes entrecroisées gravées dessinent des motifs burinés par le temps. Découverte en 1900 dans le Finistère par un archéologue breton, cette pierre a été oubliée pendant des décennies dans une cave d'un musée parisien. Jusqu'au jour où, en 2014, deux archéologues français s'y sont intéressés. Pendant des années, ils auscultent avec des outils de pointe cette pierre de schiste jusqu'à rendre leur verdict. Il s'agirait d'une carte pouvant représenter une principauté armoricaine de l'âge du bronze, datant de la période 2200-1600 avant Jésus-Christ. Il s'agirait donc de la plus vieille carte d'Europe. Alors justement, on la quitte, l'Europe, pour rejoindre les États-Unis, où l'aigle mascotte du pays est en pleine forme. Oui, les médias français l'annoncent avec joie après une dépêche de l'AFP publiée le 25 avril dernier. L'aigle mascotte des États-Unis se porte bien mieux. L'AFP s'appuie sur un communiqué du gouvernement en date du 24 mars qui note que la population de pygargues à tête blanche était composée de 71 400 couples, une hausse spectaculaire depuis les 417 couples comptabilisés en 1963. Alors pourquoi cette hausse impressionnante du nombre de rapaces ? Eh bien les experts estiment qu'elle est due à l'abandon de certains pesticides ainsi qu'à un effort général pour sauver l'espèce. Alors tout est bien qui finit bien, Nicolas ? Alors pas complètement malheureusement, certaines problématiques demeurent. Selon des scientifiques américains qui ont étudié une centaine de carcasses de cet aigle, 80% des rapaces auraient du poison anti-rat dans le corps. Mais restons positifs et réjouissons-nous déjà que ces aigles emblématiques des États-Unis volent de plus en plus nombreux dans le ciel américain. Alors Nicolas, on continue sur la question des relations entre activités humaines et animaux sauvages. Et justement, dans un essai scientifique publié récemment, des chercheurs suggèrent que les activités humaines peuvent avoir des effets assez étonnants sur certains animaux sauvages. En effet, Floriane, théoriquement, les comportements des animaux sauvages sont catégorisés comme proactifs ou réactifs. Les animaux proactifs sont audacieux et agressifs, tandis que les animaux réactifs sont moins audacieux et plus calmes. Mais les interactions avec les sociétés humaines, en modifiant complètement l'écosystème de ces animaux, amènent des nouveaux comportements qui ne rentrent pas dans ces catégories classiques. Un changement dû aux sociétés humaines qui amène Philippe Hunnemann, directeur de recherche au CNRS en philosophie de la biologie, à poser une question essentielle dans un entretien accordé à Futura Science. Veut-on évoluer vers un monde où la différence entre animaux sauvages et animaux domestiques s'estompe ? En somme, souhaite-t-on atténuer l'opposition entre nature humaine et nature non humaine ? A-t-on envie de continuer dans cette voie et, in fine, d'éliminer complètement le sauvage de la surface de la Terre ? Bien, des questions philosophiques profondes sur lesquelles nous reviendrons sans doute dans d'autres numéros des Dessous de la science. En attendant, on va passer tout de suite au scanner, le sujet principal de cette émission. Population génétique, quelles sont les différences ? Réponse tout de suite. Les Africains, les Asiatiques, les Européens et toutes les autres populations du monde semblent différentes les unes des autres. Mais que dit la science sur la nature de ces différences et sont-elles génétiques ? Alors évidemment, il serait totalement erroné de résumer les différences entre les populations aux gènes. La culture, la langue ou l'environnement sont autant de facteurs majeurs de différenciation. Des facteurs souvent en rétroaction les uns avec les autres d'ailleurs. Mais dans cette émission, nous nous focaliserons volontairement sur la question des différences génétiques actuelles entre les populations.
Alors, il faut noter, Nicolas, que le débat est tout aussi passionné que miné. Oui, en effet, Floriane, ce débat peut bien évidemment rappeler celui sur l'existence des races. Alors déminons immédiatement ce terrain piégé. Si ce terme est bien employé dans le monde anglo-saxon, en Europe de l'Est ou en Asie, par volonté de nuance, nous emploierons un terme qui n'est ni diabolisé, ni controversé, ni susceptible de faire l'objet de poursuites judiciaires. Nous parlerons de population humaine. Certains intervenants de cette émission emploieront le terme race, c'est évidemment leur liberté. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti. Nicolas, l'existence de différences génétiques entre des groupes de population a longtemps été niée. Effectivement, pendant longtemps, le spectre de la Seconde Guerre mondiale a amené de nombreux experts à nier les différences entre les populations humaines. Mais grâce au progrès scientifique, des généticiens ont commencé à découvrir que les populations humaines étaient bien différentes les unes des autres. On peut par exemple penser aux travaux de Cavalli-Sforza dans les années 90. Alors justement, Nicolas, aujourd'hui, quel est l'avis de ces experts sur les différences entre les différentes populations ? Alors nous avons d'abord interrogé le professeur Gilles Freyer, vice-doyen de la faculté de médecine de Lyon-Sud et chef du service oncologie de l'hôpital Lyon-Sud. Gilles Freyer qui a récemment publié Dénoncer et bannir, un livre dans lequel il consacre un chapitre à la question des différences entre les populations. La question des différences entre les populations humaines, depuis très longtemps, c'est un débat extrêmement passionnant entre finalement l'inné, l'acquis, entre le naturel, le culturel, entre le biologique et l'environnement. Et c'est un débat dont nous ne sommes pas encore sortis. Cette idée de groupe humain et antérieurement de race, mot un peu sulfureux évidemment, repose sur l'idée qu'on a toujours regardé le phénotype, c'est-à-dire l'apparence, les critères morphologiques. Or, on sait très bien que la question du génotype est au moins aussi importante, mais tous les naturalistes, Lamarck, Darwin, Buffon, Linné, etc., sont des gens qui ont essayé de classifier notamment les espèces uniquement en fonction de caractéristiques morphologiques. Donc, il ne faut pas faire d'anachronisme de ce point de vue. Et c'est donc sur des caractéristiques morphologiques uniquement que s'est opérée, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e, une dérive, qui est une dérive d'abord racialiste, puis raciste, puis eugéniste, avec évidemment ce summum de la tragédie avec effectivement les théories racistes de l'époque nazie. Bon. Donc, d'où en 1950 une position qui est prise par des intellectuels, des scientifiques, des sociologues, ethnologues, anthropologues comme Claude Lévi-Strauss, et à la maison de l'UNESCO autour d'un manifeste disant « il n'y a pas de race humaine, nous reconnaissons des types humains ». Et leur position est une position philosophique et éthique principalement qui consiste à dire ce qui rassemble les êtres humains surpasse de très loin ce qui éventuellement les divise, et notamment les critères morphologiques, mais aussi les différences culturelles, etc. Et dans les années 90, on a vu des généticiens célèbres, comme Albert Jacquard, par exemple, dire très communément, vous pouvez avoir davantage de parenté génétique avec un pygmée qu'avec votre voisin de palier. C'est resté très, très célèbre. Or, ce sont des positions vertueuses, des positions destinées évidemment à ce qu'on ne retombe pas dans les errements du passé, mais qui pourtant méritent d'être discutées à la lumière du séquençage du génome humain qui a eu lieu, donc, comme vous le savez, en 2004, et qui a quand même permis de constater un certain nombre de réalités. Par exemple, il y a chez les Européens de 1,5 à 4% d'ADN de l'homme de Néandertal, ce qu'on ne savait pas. Il n'y en a pas chez les Asiatiques, qui ont par exemple plus souvent de l'ADN d'Homo erectus, ou bien on trouve chez les aborigènes d'Australie de l'ADN de l'homme de Denisova, etc. Et ceci est raconté d'ailleurs dans un livre très intéressant, qui est le best-seller mondial de Yuval Noah Harari, qui s'appelle « Sapiens », dans lequel Harari nous dit « mais c'est un peu effrayant finalement parce que ces différences génétiques pourraient nous renvoyer à la question des races ». En effet, il y a beaucoup de parenté génétique entre les êtres humains d'un lieu du globe à l'autre, d'une population à l'autre, mais il y a aussi un certain nombre de différences, et de différences qui sont liées à l'histoire et à l'histoire aussi de la sélection naturelle darwinienne. Nous avons également interrogé Evelyne Heyer, l'une des plus grandes spécialistes françaises d'anthropologie génétique. Oui, alors point important, c'est une personnalité qui est fortement impliquée dans la lutte contre le racisme. On va l'écouter. Le principe est simple, on prend l'ADN d'individus ou de populations différentes et on aligne l'ADN et on le compare. L'ADN, ça fait 3 milliards de paires de bases, un ADN d'un individu. Alors, on n'utilise pas forcément tout.
on peut utiliser seulement 1 million de ces 3 milliards de paires de bases ou utiliser la totalité selon l'argent qu'on a et la question qu'on se pose. Et le principe, c'est toujours d'aligner 2 à 2 l'ADN de 2 individus et de les comparer, et on compte le nombre de différences. Quand on travaille pour une population, c'est un ensemble d'individus, donc on met ensemble toutes les données des individus d'une population et on compare en moyenne avec une autre population. Et alors, on peut comparer des gens qui vivent à l'heure actuelle, donc on peut comparer des individus d'une population différente actuelle, ou même on peut comparer avec le chimpanzé, on peut comparer avec la banane, on peut comparer avec ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on compare. Mais ce qu'il y a en plus qui s'est ajouté, donc déjà ça a beaucoup avancé en termes de technologie, ça permet déjà de retracer énormément de choses. Et en plus, on a maintenant des données d'ADN ancien. Donc on peut non seulement comparer les individus entre eux qui vivent à l'heure actuelle, mais on peut comparer avec des individus qui vivaient dans le passé et qui ont disparu depuis, comme par exemple l'homme de Néandertal. On arrive en général, dans notre population, dans notre espèce en général, on se ressemble d'autant plus qu'on est proche géographiquement. Donc quelqu'un qui a ses 4 grands-parents qui viennent d'Europe de l'Ouest, il va plus ressembler à quelqu'un qui a aussi ses 4 grands-parents qui viennent d'Europe de l'Ouest que quelqu'un qui a ses 4 grands-parents qui viennent d'Asie ou qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc, grosso modo, on a cette espèce de continuité, et avec les algorithmes génétiques, on arrive à définir des ensembles de populations qui se ressemblent plus entre elles que d'autres, parce qu'il y a des endroits où finalement il y a eu un peu moins de migration que ce qui est attendu. On se ressemble géographiquement parce qu'il y a toujours eu des migrations de proche en proche. Mais il y a des endroits où ça fait un peu des barrières. Par exemple, vous avez l'Himalaya, donc les populations d'un côté et de l'autre de l'Himalaya sont un peu plus différentes que ce qui est attendu juste du fait de leur proximité géographique. Nous avons également interrogé Laurent Alexandre, médecin médiatique, lui aussi très engagé contre le racisme et entre autres président d'une entreprise de séquençage de l'ADN. On l'écoute. Il y a des différences génétiques évidentes entre communautés. Les pygmées sont génétiquement petits. Les Européens du Nord ont très souvent les yeux bleus, qui est purement génétique, qui est purement inné, qui n'est pas du tout acquis. On pourrait multiplier les exemples de différences génétiques intercommunautaires. Nous avons également interrogé Edward Dutton, chercheur spécialisé sur ce sujet d'études. À noter qu'Edward Dutton était professeur associé dans une université finlandaise avant de souffrir de prises de position jugées controversées sur les différences entre les populations. Il est désormais professeur dans une université polonaise. No scientist would deny that there are genetic differences among populations. That would be insane. Human populations, or what we traditionally call races, have been shown using detailed analyses to differ significantly genetically from one another. They have been shown to divide into 12 distinct genetic clusters. And these clusters parallel very precisely the 12 races of classical anthropology. Races are adaptations to different environments. They differ they differ in terms of the frequency of genes. Humans are confronted with a world of chaos, and we make sense of it by dividing it into categories that allow correct predictions to be made. Sometimes you will find things that don't quite fit into one or other category. But that doesn't mean that it isn't useful in terms of making predictions to divide up into these categories. The reason we divide up into categories of what is traditionally called race is because these cluster together into genetic clusters that allow correct predictions to be made about all manner of physical and mental traits. And they permit that to happen because they are adaptations to different environments, and thus the genes on average, are distinguished from each other. On l'a vu, tous les spécialistes que nous avons interrogés confirment bien qu'il existe des différences entre les populations, Nicolas. Effectivement, Floriane, mais des débats existent sur l'amplitude de ces différences génétiques. Evelyne Heyer a ainsi tenu à nuancer leur importance. Oui, vous pouvez créer comme ça des petites différences génétiques entre les populations, mais voilà, c'est jamais des choses énormes, ça va être plus du fait du hasard. Le pattern général, c'est qu'on suit la géographie.
Donc, c'est comme si vous passiez, on va dire, du rouge au bleu, et après, vous avez toutes les gradations avec du violet, etc. Et si vous échantillonnez qu'une population d'un côté tout rouge et de l'autre tout bleu, vous avez trouvé des groupes très différents. Et si vous échantillonnez partout au milieu, vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne pouvez pas catégoriser de manière aussi simple que ce qu'on pense. Et maintenant, le fait qu'on retrouve à peu près des continents différents, oui, ça vient du fait de cette similarité qui ressemble entre la géographie et la génétique. On sort d'Afrique, on va au Moyen-Orient, il y a une partie qui va en Europe, une partie qui va en Asie, une partie qui va en Australie. Et donc, c'est ces petits déplacements petit à petit qui entraînent des différences entre les populations, avec en plus, après, des adaptations très locales. Maintenant, avec les données génétiques, vous pouvez trouver des différences même entre deux villages. Ok, donc on n'est pas du tout dans le niveau qui correspondait au groupe qu'on appelait les races. Et les races, si on prend par exemple la définition sur la couleur de peau, ça regroupe des populations qui génétiquement sont très différentes les unes des autres. Et donc, ça, finalement, c'est pas un concept qui est pertinent, quoi. Il correspond pas, c'est pas le niveau auquel il faut aller pour comprendre la diversité de notre espèce. Alors vous le voyez, ce n'est pas forcément très clair. Elle admet des différences, mais petites, pas énormes. Elle évoque aussi une gradation qui invaliderait la pertinence de la notion de population. Voici la réponse d'Edward Dutton. The fact that he says they are divided up into spectrums is completely inaccurate. There are mountains in the way, there are seas in the way, there are lakes in the way. These are not spectrums like seagulls where they just sort of move gradually around the world. These are separate genetic clusters that have been separated for extremely long periods of time. Pour ajouter à la complexité du débat, voici ce que Évelyne Heyer déclarait il y a quelques années seulement lors d'une conférence au Musée de l'Homme. La meilleure représentation de la diversité génétique de ces 50 populations, c'est quand on forme 5 groupes. Autrement dit, quand on a ces 5 couleurs. Autrement dit, la meilleure description de la diversité génétique de nos 50 populations qui sont à travers le monde est de les regrouper en 5 groupes différents qui correspondent à peu près à chacun des continents. Alors vous voyez bien l'analogie que l'on peut retrouver avec ce qu'on appelait auparavant des races. Ça correspond grosso modo aux 5 groupes qui étaient utilisés dans les typologies raciales. C'est pour ça que la génétique est souvent très politiquement incorrecte. Le discours qu'on entendait beaucoup dans les années 80 qui disait « on ne peut pas parler de racisme parce que les généticiens montrent qu'il n'y a pas ou très peu de différence entre les populations humaines » n'est pas exact. On peut, avec les données génétiques, reformer des groupes différents génétiquement. Donc, vous voyez, le discours de ce que peut apporter la génétique a légèrement évolué. Alors, pour comprendre cette gêne sur le sujet des différences génétiques entre populations, Gilles Freyer pointe du doigt la particularité de la France. En France, nous avons toujours un peu de difficulté avec le biologique et la génétique, d'abord parce que nous sommes un pays universaliste, le pays de l'universel, le pays de l'homme complètement affranchi finalement de ses contraintes et de ses liens biologiques pour aller vers finalement l'homme des droits, l'homme de l'accomplissement intellectuel, l'homme des Lumières. Et puis aussi, nous sommes un pays dans lequel on croit beaucoup en héritage du marxisme, mais aussi héritage de Zola et d'un certain nombre d'autres auteurs, à la transformation sociale comme condition finalement de la transformation de l'homme. Ceci a trait et a des liens avec ce qu'on appelle le lamarckisme, l'hérédité des caractères acquis. Et donc, nous ne sommes pas un pays tellement darwinien de ce point de vue, d'où effectivement la difficulté que beaucoup de nos penseurs peuvent avoir avec la question des gènes et le risque immédiat d'anathème lorsqu'on prétend étudier cette diversité. Edward Dutton évoque, lui, la nouvelle religion dans l'ensemble du monde académique. Currently, we live in an environment in which higher education has been increasingly taken over by a new religion of multiculturalism, which puts things like equality above the pursuit of truth and basically fetishizes equality into a new god. Pour Edward Dutton toujours, les experts sont tentés de camoufler leurs véritables avis.
When you ask people in public, what do you think? Then they'll say these politically correct things that get them status, like, oh yes, race. What do we mean by race? Race is a social construct. There are more differences between races than within races than there are between them, which is factually wrong, or whatever. Factually wrong. It's been proven to be factually wrong. But when you ask them when they're drunk at a conference, or when you ask them anonymously, then you get a very different view. Pour tenter de clore le débat, tournons-nous vers l'un des spécialistes mondiaux des études génétiques. Il est professeur à Harvard. Nicolas, il s'agit de David Rake. Oui, et voilà ce qu'il écrit dans les colonnes du New York Times le 23 mars 2018. J'ai une grande sympathie pour la crainte que les découvertes génétiques pourraient être détournées afin de justifier le racisme. Mais en tant que généticien, je sais aussi qu'il n'est tout simplement plus possible aujourd'hui d'ignorer l'existence des différences génétiques moyennes entre les races. Des avancées extraordinaires dans les technologies de séquençage d'ADN ont été réalisées durant les 20 dernières années. Avec l'aide de ces outils, nous apprenons que, bien que la race puisse être une construction sociale, les différences d'ancestralité génétique, qui sont corrélées à beaucoup des constructions raciales d'aujourd'hui, sont réelles. Et le généticien enfonce le clou. Les récentes études génétiques ont démontré qu'il existait des différences entre les populations, non seulement dans des traits simples comme la couleur de la peau, mais aussi dans des traits plus complexes comme la mensuration ou la vulnérabilité aux maladies. Je crains que les personnes bien intentionnées qui nient la possibilité de différences biologiques substantielles entre les populations humaines soient en train de s'enfermer dans des positions indéfendables qui ne survivront pas à l'assaut de la science. Conclusion, en l'état actuel des connaissances, plus personne ne peut nier qu'il existe des différences génétiques significatives entre les populations humaines. D'ailleurs, Evelyn Heyer, confrontée aux propos de Rake, le reconnaît même si elle rejette les termes de race. Alors, il y a de la diversité, il y a des différences entre les populations et en cela, je suis entièrement d'accord avec lui. Par contre, la catégorisation de race ne colle pas avec cette diversité. Donc, l'application de cette notion de race pour décrire cette diversité est inexacte. Alors, peut-être c'est parce que lui, il a une vision de quelqu'un qui vit aux États-Unis où il y a une histoire du peuplement un peu différente, mais c'est pas opérant, ni d'un point de vue, ni pour décrire la diversité de notre espèce, ni, je dirais, pour prédire d'un point de vue médical les facteurs de risque que peuvent avoir différentes populations. Donc oui, de rappeler qu'il y a de la diversité génétique, et là je suis entièrement d'accord avec lui, il faut vraiment rappeler ça. Il y a des différences entre les populations humaines qui sont dues à l'histoire du peuplement, à leur adaptation locale, à des phénomènes d'endogamie ou pas, de mariage entre cousins ou pas, de déplacement des femmes, de changement d'alimentation, etc., qui jouent sur la diversité génétique, mais le concept de race appliqué pour décrire ces différences est inexact. À noter que Laurent Alexandre avait publié une tribune dans Le Monde qui était une réponse à David Rake. Nicolas, vous allez nous en lire un extrait. Oui, alors voici l'extrait. La génétique ne peut pas prendre le risque de cautionner une idéologie inégalitaire. À titre personnel, je suis farouchement opposé à l'ouverture de cette boîte de Pandore. Exceptionnellement, les savants doivent faire passer la vérité scientifique après le principe philosophique fondamental de l'égalité de tous les groupes d'hommes. Alors nous avons demandé à Laurent Alexandre de s'exprimer sur cette promotion assumée de l'obscurantisme. Je pense qu'il n'est pas opportun d'opposer les différentes communautés raciales sur la base d'arguments génétiques. C'est la raison pour laquelle j'avais écrit ce papier dans Le Monde qui s'opposait à la vision développée par Reich. Je pense que ce n'est pas politiquement opportun et que c'est dangereux. Je fais partie des gens qui sont opposés au remplacement de la guerre des classes, de la lutte des classes par la guerre des races. Remettre la race au cœur de tout me dégoûte franchement et je pense que c'est une impasse politique qui conduit nécessairement à la guerre civile. Je crois que le principe d'égale dignité et d'égalité des hommes doit être défendu et que si on ne tient pas sur cette ligne de crête, on va opposer les communautés entre elles. Personnellement, je suis un assimilationniste, je suis un intégrationniste, donc je pense que les communautés qui sont rentrées sur l'Hexagone vont s'intégrer et doivent se métisser. Je suis pour la paix entre les communautés et je suis favorable au métissage parce qu'il a toujours existé, il a été massif. La France a connu plusieurs grands remplacements. Je pense qu'une fois de plus, l'actuel grand remplacement démographique va
finalement stabiliser le pays et va conduire à une France unique. Pour répondre à Laurent Alexandre qui évoque un métissage qui a toujours existé en France et étudier un exemple pratique d'une population humaine, intéressons-nous maintenant à l'identité des Européens. Nous vous l'avions signifié précédemment, Evelyne Heyer est une scientifique renommée et très compétente, ce qui ne l'empêche pas d'avoir sa propre sensibilité politique qui est claire. En témoignent ses propos qui font écho à ceux de Laurent Alexandre qu'elle a tenu à partager avec nous. Ces analyses génétiques, ce qu'elles ont amené aussi beaucoup, c'est de rappeler que tout le monde a des ancêtres migrants. Quand on regarde l'ADN d'un individu, en fait, ce qu'on retrace, c'est vraiment toujours ces histoires de migration. Il y a toujours eu des migrations. Il y a eu à la fois des populations qui ont moins bougé et d'autres qui ont bougé, mais ce qui fait qu'à la fin, dans le génome d'un individu, c'est une mosaïque d'histoires d'ancêtres et qu'on a tous beaucoup d'ancêtres qui sont des migrants et qui constituent les individus que nous sommes à l'heure actuelle. Donc, la migration, le mélange, c'est quelque chose de constitutif de notre espèce. Et cela depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Alors Nicolas, sommes-nous vraiment tous des migrants perpétuels ? Alors prenons notre exemple à nous, Européens. Environ 2% de notre génome aujourd'hui est hérité de l'homme de Néandertal qui vivait en Europe de 200 000 à 30 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui nous différencie déjà radicalement des autres populations. Puis, plusieurs populations se sont fixées en Europe. D'abord, des chasseurs-cueilleurs autochtones présents en Europe depuis plus de 45 000 ans, auxquels se sont ajoutés des agriculteurs anatoliens arrivés il y a environ 10 000 ans. Enfin, des travaux de David Reich ont récemment démontré qu'un peuple dit indo-européen est arrivé des steppes du sud de la Russie et de l'est de l'Ukraine actuelle. Aujourd'hui, entre 50 et 80% des gènes des Européens modernes proviennent de ce peuple indo-européen. Et contrairement au discours sur le fait que nous sommes tous migrants, cette composition n'a jamais bougé significativement depuis 5000 ans. Alors, évidemment, certaines zones de l'Europe ont, selon les époques, été le théâtre de certaines rencontres pacifiques ou non, mais de manière générale, nous, Européens, sommes le fruit d'une longue sédimentation de plusieurs peuples qui ont fixé, voilà déjà 5 millénaires, notre identité moderne. Nicolas, quelles sont les conséquences concrètes des différences entre les populations ? Alors, pour Evelyne Heyer, les catégories de populations humaines ne sont pas pertinentes lorsqu'on entre dans le champ médical. Ce n'est pas le niveau auquel il faut aller pour comprendre la diversité de notre espèce. Et en plus, il n'est pas pertinent d'un point de vue médical. Si on regarde des maladies comme par exemple les bêta-thalassémies, on les trouve autant en Afrique subsaharienne que le long de la Méditerranée, qu'en Inde. La présupposée classification raciale d'un individu nous apporte peu d'informations d'un point de vue médical. Cette affirmation peut être vraie pour certaines maladies qui se retrouvent évidemment dans de nombreuses populations, mais est-elle pour autant juste ? Voici l'avis d'Edward Dutton. Let me give you an example. At the moment in Sweden, Somalis living in Sweden have to have double the dose of vitamin D in order to be healthy compared to Swedes, ethnic Swedes. And the reason for that is that people say, oh, there's no difference, race differences are skin deep. No, skin color is an adaptation to a particular ecology. There was no white skin 10,000 years ago at all. White skin developed because we developed agriculture. We had agriculture in a dark environment with dark winters. We had only one crop. We didn't have enough fruit. We needed to take in more, we needed to synthesize more vitamin D. So we developed white skin in order to absorb more sunlight and synthesize more vitamin D and stay healthy. These people are in an evolutionary mismatch. They are not in the environment to which they are evolved. These are in significant and important differences. Another difference is the fact that organ donation, if you are much more likely to accept a donor organ from a person of the same race as you. This is a significant and important difference. So if we play down race differences, then people from different races may well die. Toujours sur la pertinence médicale de prendre en compte les différences génétiques entre populations, écoutons Gilles Freyer, qui, je le rappelle, est chef du service oncologie de l'hôpital Lyon-Sud.
Comme cancérologue, je sais bien que, par exemple, dans le cas du cancer du poumon, vous pouvez avoir des formes particulières qui ont des mutations génétiques et qui vont pouvoir bénéficier de traitements innovants extrêmement efficaces, plus efficaces que la chimiothérapie. Eh bien, ces mutations, ces formes particulières, on va les trouver de façon très largement prédominante, par exemple, chez des femmes non fumeuses d'origine asiatique, beaucoup plus que chez des hommes fumeurs d'origine européenne. On sait aussi que certains cancers de l'ovaire, qu'on appelle la cellule claire, peu importe, sont beaucoup plus fréquents dans la population asiatique, 20% des cancers de l'ovaire contre 5% par exemple en France. On sait aussi à un niveau supérieur que l'efficacité, la tolérance d'un certain nombre de traitements anticancéreux sont différents d'une population à l'autre, en particulier chez les Asiatiques, et tout ça a des conséquences non pas idéologiques mais très pratiques. Et vous avez ici, par exemple, un journal qui est un des plus grands journaux de cancérologie internationaux, qui s'appelle Journal of Clinical Oncology, qui est américain. Et quand on présente des résultats d'études cliniques, bon, il est commun de donner les caractéristiques des personnes qui y ont participé. Et on voit ici qu'il est tout à fait banal et commun d'employer le mot race, qui n'est pas du tout employé dans une acception idéologique, mais au contraire complètement scientifique. Et on peut renvoyer ceux que ça intéresse aux travaux, par exemple, d'un généticien comme David Reich, qui a travaillé, par exemple, sur la prédisposition au cancer. Et il a étudié chez les Afro-Américains qui ont 1,7 fois plus de risque de faire un cancer de prostate au-delà de 50 ans que les Américains caucasiens, on va dire. Eh bien, il a pu montrer qu'il y avait une portion du génome où des gènes provenant des ancêtres de ces Afro-Américains qui étaient des ancêtres ouest-africains, eh bien, il y avait une concentration plus importante de ces gènes d'origine qui étaient, comme par hasard, des gènes qui étaient impliqués dans la survenue des cancers de prostate. Alors Nicolas, existe-t-il d'autres différences ? Alors voici quelques exemples parmi de nombreux autres. On sait qu'une part significative des différences moyennes de taille, de masse corporelle et de propension à la schizophrénie entre Asiatiques, Européens et Africains sont génétiques. Même chose pour l'adaptation à l'altitude propre à certaines populations de l'Himalaya ou des Andes par exemple. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. Alors justement, Nicolas, vous aviez envie d'aborder un point bien particulier. Il s'agit d'un point sensible. Oui, très sensible, hein, c'est le terme, puisqu'il s'agit des possibles différences intellectuelles entre les populations. Alors, contrairement aux présupposés de nombreuses personnes, les experts sont formels. S'ils ne sont pas parfaits à 100%, les tests de QI, le quotient intellectuel, permettent d'évaluer correctement l'intelligence d'une personne. Par ailleurs, il n'existe aucun spécialiste qui nie l'existence de différences intellectuelles moyennes entre les populations. Selon les estimations les plus sérieuses, le QI moyen des Européens est par exemple de 100 contre 105 pour celui des Asiatiques de l'Est. Une donnée plus polémique concerne les Africains subsahariens vivant en Occident qui ont un QI moyen d'environ 85. Là encore, il n'existe aucun expert qui niera ces données. Le seul débat qui existe chez les spécialistes est le suivant: quelle est la part de ces différences liées aux gènes ? Alors justement, que disent les experts à ce sujet, Nicolas ? Alors premièrement, il faut savoir que de nombreuses études génomiques récentes ont mis en exergue des gènes liés à l'intelligence, même si les mécanismes causaux sont encore à prouver formellement. Deuxièmement, les experts ont souvent donné leur avis sur cette question de la différence moyenne d'environ 15 points de QI entre Européens et Africains vivant dans un pays occidental. Dans un sondage de 2014, 94% des experts considéraient que cet écart était en partie génétique. Et pour 55% des experts, la génétique jouait même un rôle égal ou supérieur à 50%. En 2016, nouvelle enquête, 93% des chercheurs interrogés estimaient que les gènes jouaient un rôle. Dans sa fameuse tribune du New York Times, David Reich semblait lui également de cet avis, Nicolas. Oui, en effet, voici ce qu'il écrit. Puisque tous les traits influencés par la génétique sont censés différer entre les populations, les influences génétiques sur les comportements et la cognition vont aussi différer entre les populations. Reste donc à confirmer ou infirmer cet avis par des recherches sur ce sujet et à évaluer la proportion des différences dues aux gènes. Alors, pour conclure cette émission sur une note tout en nuances, je vous propose maintenant d'écouter le professeur Gilles Freyer qui appelle à éviter deux dangers concernant les différences génétiques entre les populations. On l'écoute tout de suite.
Il faut toujours se garder de deux dangers, pourrait-on dire en conclusion. D'abord, le danger du biologisme, c'est-à-dire de considérer que tout est conditionné par la biologie, par l'évolution, que finalement le libre arbitre n'existe pas. Et puis, à l'inverse, le refus absolu du biologique nous fait tomber dans les dangers du culturalisme. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de gènes, finalement, plus d'hérédité, plus de rôle de l'histoire, plus de rôle du passé, eh bien, on a un vide finalement qui va être comblé par des théories qui sont elles-mêmes d'ailleurs des théories qui ont une composante d'héritabilité, mais qui est une héritabilité culturelle, et on remplace les gènes finalement par des théories globalement assez farfelues. Je fais référence à un certain nombre d'études de genre, à la notion de patriarcat qui n'a aucun fondement scientifique, à la notion de culture du viol qui a été beaucoup promue ces dernières années et qui ne repose pas sur un substratum scientifique établi, sur l'idée que les femmes ont pu être volontairement affamées par les hommes à l'époque néolithique et que c'est pour cela aujourd'hui qu'elles sont plus petites, etc., etc. Donc là, on a une espèce de biologisme à l'envers, c'est-à-dire qu'on substitue aux gènes finalement des théories qui sont quand même pour l'essentiel fumeuses. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le pouce en l'air. On se retrouve très vite sur TV Liberté. À bientôt.